Et oui, cela fait 4 mois et 2 jours précisément qu'elle est devenue sénatrice de la Guyane. Quel bilan fait-elle de son action politique au Sénat et quel regard porte-t-elle sur la crise sanitaire en Guyane? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Marie-Laure Phinera-Hort. Bonjour. Oui, bonjour. Madame Phinera-Hort, qu'est-ce que l'actuelle sénatrice et ancienne maire de Cayenne pense de la situation actuelle, avec d'un côté une situation sanitaire qui s'enlise et de l'autre un ras-le-bol de la population qui se fait de plus en plus entendre? Alors tout à fait, j'ai un regard plus porté vers la population. Moi, je comprends tout à fait la population qui en a marre, qui est stressée, et je comprends également le gouvernement qui a du mal quand même, je trouve, à faire face à cette crise sanitaire. C'est vrai qu'en 2020, c'est moi qui ai initié le port du masque parce qu'on n'avait pas la solution lorsqu'on a découvert qu'il y avait un virus. Aujourd'hui, on entend dire qu'il ne faut pas porter le masque ou que le masque en tissu n'est plus valable. Donc, il y a des interrogations au sein de la population que je comprends parfaitement. Mais moi, tout le message que je veux faire passer, en tout cas, c'est de leur dire de continuer à porter le masque, à faire des efforts en termes de distanciation, de se laver les mains tout le temps. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai eu la Covid. J'ai eu la Covid à Paris. 48 heures, j'étais malade, fièvre, courbature, perte du goût et de l'odorat. Alors moi, personnellement, je prenais déjà des tisanes. Je suis guyanaise, donc du kouachi, de la tumo, du moringa. Mais malgré tout, le virus m'a touchée quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? En 48 heures, j'ai pris des antibiotiques, même si on avait dit qu'on n'avait pas le droit pour gérer. Je peux vous dire que, en tout cas, pour moi, ça a marché. J'ai recouvré le goût et l'odorat une semaine après. Et donc voilà, alors j'entends dire que je suis immunisée pour 8 mois. Je continue à porter le masque, je continue à respecter la distanciation. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des situations annexes, puisque j'entendais Kylian qui parlait du carnaval. C'est encore un autre sujet. Moi, je pense que la préfecture aurait dû mener des réunions de concertation avec les comités de carnaval, les groupes structurés, et puis pour pouvoir ne pas avoir, en tout cas en spectacle, ce qui se passe tous les dimanches. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il aurait fallu les autoriser, mais les encadrer? Les encadrer, puis échanger avec eux, surtout. C'est ce que je pense, c'est ce qui n'a pas été fait au sein de la préfecture. Même si, qu'on le veuille ou pas, l'ancien préfet avait programmé des réunions. Bon, maintenant, chaque préfet a sa méthode, donc moi, je ne critique personne, mais je sais que pour mes compatriotes, le carnaval, c'est un exutoire, c'est un défouloir pour les jeunes. Et je pense qu'il aurait fallu concerter les comités, parce qu'ils sont là, ce sont eux qui gèrent, et puis mettre en place. Bon, c'est vrai, la Martinique fait dans le stade, pourquoi pas? C'est aussi une solution. Ou bien le carnaval dans les quartiers, mais bien encadré, etc. Il y a un couvre-feu à 18h, ou c'est ça, 18h, 19h 19h, bon ben voilà. Et à 19h, tout le monde rentre chez eux. En tant que sénatrice, en tant que parlementaire, vous avez justement été consultée par la préfecture pour vous prononcer sur tout ce qui va mettre en place concernant le carnaval? J'ai participé à une réunion il y a 15 jours. Les parlementaires n'étaient pas pour déjà le couvre-feu, ou alors un couvre-feu à partir du dimanche midi jusqu'au lundi. Mais bon, pas du samedi soir au lundi matin. Ouais, mais pas le samedi soir au lundi matin. Non, je trouve qu'on prive de liberté nos concitoyens. Lorsqu'on sait que déjà nous n'avons pas de cellule familiale forte, et c'est le dimanche qu'on va voir les papis, les mamies, on aura une petite visite familiale, et je trouve que voilà, on n'a pas tenu compte, même s'il y a ce virus, mais je pense que en adoptant les mesures, en tout cas le protocole, c'était possible. Pour moi, c'était possible. Alors maintenant, c'est pas moi, je suis pas préfet, donc Marie-Laure Phinera-Hort, il y a le mot de reconfinement également qu'on entend de plus en plus. Est-ce que c'est la solution selon vous? Il y en a de plus en plus qui disent que peut-être qu'il faudrait reconfiner le territoire pendant un certain temps pour essayer de retrouver une situation un petit peu plus stable. Votre avis sur la question? Ça peut faire partie effectivement d'une solution, mais je n'en suis pas si sûre. Moi, je vois déjà l'effort qui a été fait, c'est-à-dire que quand on a le test PCR obligatoire à l'aller comme au retour, par exemple, Paris-Cayenne, Cayenne-Paris, ça c'est très bien, avec la septaine après. Moi, voilà une des solutions. Bon, maintenant, reconfinement total pour les personnes du territoire,
Je ne sais pas si c'est porteur, je ne sais pas, non. Et puis il faut aussi que ça soit accepté ensuite par la population. Ça ne sert à rien d'émettre des mesures si elles ne sont pas acceptées. Moi, j'étais maire de Cayenne pendant 10 ans. J'ai réussi les projets parce que je pratiquais de la concertation, de la communication avec les personnes concernées. Et je pense que c'est ce manquement qu'il y a ici en Guyane. Les autorités ne le font pas. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'on impose. Et vous savez, une manière trop verticale d'imposer les choses. Voilà, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'échange. Et je crois que où le bas blesse, c'est cette formulation de décider seul et de ne pas discuter, échanger avec le citoyen lambda, avec les associations qui œuvrent aussi, qui protègent aussi nos populations, hein, puisqu'il y a quand même de nombreuses associations qui travaillent pour protéger les populations contre ce virus. On parle aussi de limiter les déplacements en avion entre la métropole et la Guyane. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Il va falloir en arriver là, au bout d'un moment, de limiter les déplacements pour faire en sorte que le virus circule moins. Moi, je pense pas. Je pense que la procédure, en tout cas le protocole qui a été mis aller-retour, test PCR, c'est suffisant. En fait, c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. Limiter, non. Réduire, non. C'est comme les habitants de Saint-Georges ou Saint-Laurent qui sont obligés de montrer une attestation de motif impérieux. Il faut qu'on arrête. Il faut assouplir ces règles pour les habitants. Ils ont de la famille à Cayenne. Ils ont tous les commerces. Les commerces, en gros, se trouvent à Cayenne. Et je trouve que c'est trop dur. Et moi, je pense que le préfet devrait assouplir, simplement imposer le respect de la procédure du protocole sanitaire. Marie-Laure Finéraort, vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous étiez intervenue il y a quelques mois quand vous étiez encore maire de Cayenne pour expliquer à la population qu'il fallait respecter les gestes barrières. Depuis que vous êtes sénatrice, on vous entend un petit peu moins. Est-ce que de quelle manière est-ce que vous intervenez publiquement ou pas forcément publiquement avec cette crise sanitaire ? Oui, c'est vrai que je suis une femme de terrain. Oui, quand vous êtes maire, vous êtes sur le terrain. Et donc, c'est vrai que depuis que je suis sénatrice, j'interviens quand même parce que je suis très souvent sollicitée par des associations, justement. Je peux prendre comme exemple l'association des drépanocytaires, par exemple, qui, dans le code de la sécurité sociale, se retrouve dans le tableau des cancers. Donc, vous savez, pour obtenir un prêt, alors qu'ils ont 25 ans, ils travaillent et ils sont drépanocytaires, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas droit, en tout cas. Et là, c'est aussi un sujet sur lequel je suis en train de travailler. Bon, l'immigration clandestine, je suis effectivement également interpellée par les chasseurs de Guyane, par les opérateurs miniers, puisque nous avons travaillé en visio avec eux, avec le ministère des Outre-mer sur la réforme du code minier, ça avance. Mais on voit bien encore les résultats de la concertation. Voilà. Vous avez quoi encore ? L'immigration, l'orpaillage clandestin, les trafics de drogue. D'ailleurs, aujourd'hui, je termine une mission. Vous avez repris sur ce point le flambeau d'Antoine Karam. C'est-à-dire qu'avant, il y a une procédure, avant de demander au président Larcher l'autorisation d'avoir un volet 2 sur la problématique du trafic des stupéfiants, il a fallu mettre en place cette mission qui a été prévue en mars 2020, mais avec la Covid, chaque fois, il y a des reports. Et là, nous avons fait le forcing, nous sommes venus avec la sénatrice de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe aussi connaît les problématiques de cocaïne. Et donc, aujourd'hui, nous terminons la mission. Nous avons remis publiquement, officiellement, le rapport d'information avec des préconisations pour pouvoir faire la suite, de façon à ce que ce fléau ne devienne pas une fatalité et que ce rapport ne termine pas dans les tiroirs. Et je pense que... Parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent l'impression que c'est le cas. Il y a énormément de rapports qui sont faits et on ne sait jamais vraiment à quoi ils servent ensuite. C'est la raison pour laquelle j'avais deux choix, l'immigration clandestine et le trafic des stupéfiants. J'ai fait le choix, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir deux missions d'enquête. D'accord. Et donc, j'ai fait le choix de poursuivre le travail qui a été initié par le sénateur Antoine Karam, parce qu'on voit bien que nos jeunes n'ont pas de perspective et se tournent, c'est plus facile effectivement de faire la mule et puis de toute façon il y a pas d'emploi disponible et c'est compréhensible. Donc on essaie par tous les biais parce que c'est un sujet qui est quand même relativement profond parce qu'il y a une question d'éducation, une question de décrochage scolaire, des enfants qui ne se nourrissent pas, qui ne s'alimentent pas à l'école. D'ailleurs je soutiens la CAF pour la PARS puisqu'ils ont mis la CAF a mis en expérimentation la PARS dans 2 collèges de Saint-Laurent-du-Maroni. Et en fait, j'ai intervenu en question orale pour demander la généralisation de cette prestation. Bon, je n'ai pas obtenu la réponse que j'attendais, donc je maintiens, je continue et j'ai demandé à rencontrer le ministère concerné pour leur dire que la Guyane a des spécificités. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse réfléchir, puisse apprendre si le cerveau n'est pas nourri ?
Parce que bien souvent, même à Cayenne, vous avez des enfants qui ne bénéficient pas de la cantine parce que les parents ne peuvent pas et qui se retrouvent à la rue sans manger. Et quand ils reviennent, comment voulez-vous qu'un enfant s'intéresse à ce qu'on veut lui apprendre? Mais ça fait longtemps qu'on l'entend. Vous n'êtes pas la première parlementaire, la première élue à en parler. Est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a une prise de conscience de l'État sur ces problématiques, qu'il va vraiment falloir faire quelque chose? Moi, alors je vais être claire, la première réponse ne m'a pas satisfaite puisque l'État me renvoie à la collectivité territoriale de Guyane. Et on sait très bien que la collectivité territoriale manque de moyens. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste et je vais rencontrer le cabinet ou le ministre même, mon direct s'il est disponible, avec le directeur de la CAF pour qu'on puisse bien lui expliquer les spécificités. Si on demande, c'est parce que la CTG ne peut pas. Donc la CAF ne peut pas non plus payer pour tous les élèves de la Guyane entière. Marie-Laure Finéraort, pour revenir sur la crise sanitaire, parce qu'on a un petit peu dévié, à chaque fois on a l'impression que c'est le même problème, les moyens, le personnel soignant est insuffisant partout sur le territoire, et c'est justement en ce moment, pour éviter que les hôpitaux se retrouvent débordés, que la préfecture a décidé de durcir les mesures de lutte contre l'épidémie. À quand, et je m'adresse à la sénatrice, qui va voir l'État pour lui parler de la Guyane, à quand une offre de soins satisfaisante en Guyane? Écoutez, vous savez bien qu'il y a une enquête, une audition pour le CHU. C'est en cours. Mais comme je dis, moi, quand on m'a interrogé, je dis qu'on ne peut pas bâtir du neuf sur de l'ancien. C'est pas possible. Il faut démolir cet hôpital et reconstruire un hôpital ad hoc. Un vrai hôpital pour qu'il devienne un CHU. Alors, moi, c'est vrai, c'est compliqué. Mais vous savez, c'est pas parce que vous êtes sénatrice que vous avez tout de suite les solutions. Je pense qu'il faut beaucoup parler. Enfin, moi, j'ai quand même une proximité. Pour répéter parce qu'en fait, je prends juste comme exemple mon attachée parlementaire qui est métropolitaine, qui vient pour la première fois en Guyane et qui découvre la Guyane. Et elle se rend bien compte, quand je lui demande, par exemple, de rédiger une question, de rédiger un courrier, que nous avons effectivement, en réalité, des spécificités guyanaises. Qu'à 8000 km, on ne maîtrise pas, on ignore, et donc c'est du bis repetita. Et moi, je ne vais pas lâcher. Il faut qu'on continue. La crise sanitaire a permis de mettre en exergue les problématiques d'accueil de santé. J'irai jusqu'au bout. Moi, je vais continuer à me battre, même si je suis dans un groupe politique au Sénat où il y a des LRM, il y a des anciens socialistes, des écologistes, mais je trouve que on a des pistes. On peut parler au ministre, on peut prouver des choses. Et puis je vais vous rappeler qu'un sénateur est beaucoup plus respecté qu'un maire. Donc on nous écoute, on a beaucoup plus d'écoute, et donc je continuerai à me battre pour la population. Parce que là on a quand même l'impression, en tout cas sur la crise sanitaire, que les problématiques auxquelles on est confronté, auxquelles la Guyane est confrontée aujourd'hui, sont exactement les mêmes que celles qu'il y avait il y a 4 mois. Alors qu'elles sont différentes, alors qu'elles sont totalement différentes, et c'est ce que d'ailleurs j'avais dit à monsieur Sébastien Lecornu. Je lui ai dit la situation en France hexagonale est différente de la situation en Guyane française. C'est vrai que nous avons des frontières poreuses, c'est vrai, mais le Suriname a bien fermé sa frontière, même si on sait bien que elle n'est pas totalement fermée, le Brésil pareil, mais ça c'est pas de la faute ni aux autorités ni à nous, mais la situation n'est pas la même. Et moi, vous savez, avec les réseaux sociaux, la population est mal informée. Et même moi, des fois, j'ai des doutes. Quand je vois les chiffres, par exemple, avant-hier, 77 cas à Cayenne, mais avec plusieurs cas dans les autres communes, et on voit le total, 78. Il y a un problème. Comment voulez-vous que la population puisse croire en ces chiffres? Et c'est normal qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des suspicions, parce que même moi, en tant que sénatrice, en tant que Guyanaise, je me pose des questions. Moi, j'accepte volontiers. Là, j'en suis à mon 15e test PCR, donc je peux vous dire que c'est pas... Mais il faut que je vienne dans mon pays, parce que être sénatrice, c'est pas seulement être en France métropolitaine, il y a aussi des problématiques dans notre pays, et il me faut rencontrer les différents... Malgré tous les allers-retours entre Cayenne et Paris, vous avez encore la sensation d'être proche de la Guyane? Ah oui, non. Et puis je vous signale que je n'ai pas changé de téléphone, et je peux vous dire que les Cayennais communiquent avec moi, et quand ils ont un problème, que je relais auprès de la nouvelle maire. Vous avez commencé à parler il y a quelques minutes d'immigration, des frontières avec le Brésil, avec le Suriname. Il y a quelques semaines, vous avez pris la parole justement au Sénat pour interpeller l'État sur la gestion de l'immigration en Guyane et sur les moyens qui étaient mis sur ce sujet. Vous étiez intervenu, on se rappelle, suite au chavirage d'un canot de migrants. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Qu'est-ce que vous répond le gouvernement encore aujourd'hui sur ce point? Qu'est-ce que le gouvernement
gouvernement peut me répondre. Puisque, comme je leur ai dit, les 600 et quelques kilomètres de frontières, c'est difficile. Moi, je disais qu'il y avait un jeune qui m'avait arrêté dans la rue à Cayenne pour dire, Madame la sénatrice, dites au gouvernement de mettre des drones, de mettre des bateaux qui vont sillonner la frontière, en tout cas fluviale ou maritime, parce que quand j'entends qu'ils ont arraisonné une barque de 35 avec 35 migrants, mais il y en a 4 ou 5 qui passent à côté. Donc, vous voyez bien la difficulté. Moi, je leur jette pas la pierre, mais je sais bien que c'est compliqué, mais il faut qu'on se batte. Mais c'est compliqué, voire même c'est impossible. Quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres de frontières, est-ce que vraiment un jour on pourra arriver à en faire en sorte que... Écoutez, moi, comme le trafic de stupéfiants, pour moi, c'est pas une fatalité. L'immigration clandestine n'en est pas une. C'est sûr qu'il y en aura qui vont passer dans les filets, ça on ne pourra pas faire autrement. C'est compliqué, mais il faut quand même essayer, parce que on voit bien la Cayenne, la situation de Cayenne, situation de Matoury, situation de Macouria, de Rémire avec des squats qui n'en finissent pas, mais tout simplement parce que, je dis, l'État n'a pas délocalisé ses bureaux. Donc Cayenne est attractif parce que je veux faire mes papiers, je veux demander l'asile, tout se passe à Cayenne. Et là, vous voyez bien que le maire est en train de se battre pour justement poursuivre le combat que j'avais commencé contre les squats. Mais j'avoue, je reconnais, faut pas avoir honte de dire que ça va être compliqué. Mais il faut se battre, on ne doit pas rester assis et puis dire « oui, bon, c'est impossible, on ne fait pas ». Comme pour le trafic de stupéfiants, oui, c'est compliqué, on ne fait pas. Non, moi, je suis dans le combat. On va finir par réduire, en tout cas diminuer le nombre de migrants sur notre territoire. Parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, malgré tous les problèmes qu'il y a en Guyane, attractif par rapport aux pays voisins, par rapport au Suriname, par rapport à Cuba, par rapport à Haïti, par rapport au Brésil. On restera toujours attractif et il y aura toujours du monde qui voudra venir. Toujours, oui, mais il faut réguler. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour réguler, tout simplement. Marie-Laure Finera-Horth, vous avez quitté le poste de maire de Cayenne pour devenir, on l'a dit, sénatrice. Quel regard est-ce que vous portez sur l'action de Sandra Trochimara qui a pris votre place à la mairie de Cayenne? Eh bien, Sandra Trochimara, elle poursuit le travail d'équipe que j'avais mis en place. Vous voyez bien, elle a récemment organisé une réunion de chantier avec le président de la CTG sur les travaux du canal Lossa qui avance très vite. Elle est vice-présidente chargée des transports, en tout cas de la mobilité à la CACL. Et vous savez bien que la première tranche du TCSP, vous voyez bien, c'est en face de vous. Les travaux sont visibles. Là, vous êtes encore dans les affaires, comme on dit, à la mairie de Cayenne? Je suis conseillère municipale, donc je suis j'ai tous les dossiers. Et lorsqu'elle a besoin de conseils, c'est avec beaucoup de plaisir que je l'oriente. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, c'est elle le maire, mais avec l'expertise que j'ai, puisque ces projets ont été initiés par moi, donc voilà. On a juste le temps de poser une dernière question, Kylian. Oui. Ouais, Marie-Laure Finera-Horth, on le sait, les jeunes sans emploi sont grandement touchés par la crise économique. Tous les chiffres montrent que la précarité des 18-25 ans a explosé depuis ces derniers mois. Et pourtant, le Sénat a rejeté une proposition pour étendre le RSA justement aux 18-25 ans. Vous avez voté contre ? Je n'étais pas là. Oui. Je n'étais pas là ce jour-là, donc je ne sais même pas ce que le groupe a fait, puisqu'il faut savoir que dans ce groupe, on décide ce qu'on veut. On ne suit pas forcément la position du groupe, mais j'avoue que j'étais absente, j'étais en Guyane, donc je ne sais pas. Il faut étendre le RSA aux 18-25 ans. Il faut l'étendre, mais je vais en parler à Sébastien Lecornu lorsque je verrai la semaine prochaine, puisqu'il y aura une audition et je pourrai en parler. Marie-Laure Finera-Horth, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de venir à Radio. 4 mois et 2 jours précisément. Merci de me rappeler ça. Si je peux me permettre, Victor, une dernière question, parce qu'on m'en voudrait de ne pas la poser. Le Sénat a voté il y a quelques jours, Marie-Laure Finera-Horth. Oui, le consentement de 13 ans. Il y a vraiment une incompréhension autour de ce texte. Non, je sais, c'est ce que je disais, les réseaux sociaux ont du bon et du mauvais. Alors en fait, on m'a interpellé sur Facebook. J'ai expliqué au contraire que c'était pour protéger le mineur de 13 ans. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un viol d'un mineur de 13 ans, dans l'enquête, on posait la question, on cherchait à savoir si le mineur était consentant ou pas. Alors que là, il n'y a pas cette question. À partir du moment où vous violez un enfant de 13 ans, c'est la réclusion criminelle de 20 ans systématiquement. Voilà. Un nouveau crime sexuel contre les mineurs de moins de 13 ans. Voilà. Et les gens pensent que nous avons autorisé le consentement. Vous avez légitimé le consentement, oui. Non, pas du tout, c'est l'erreur. C'est l'inverse. Est-ce que quelque part ça ne montre pas qu'il y a également je sais, mais on m'a interpellé, j'ai répondu sur Facebook. J'ai répondu exactement et j'ai dit que la loi n'était pas complètement votée parce qu'elle doit passer à l'Assemblée nationale. Radio Pays.